Imaginez une princesse de 16 ans, fraîchement mariée à l'homme destiné à devenir son roi, traînée dans les ombres parfumées d'un palais où l'encens dissimule les gémissements de la trahison. Artaïnthe, à la peau lisse comme l'ivoire poli et aux yeux portant le feu des étoiles persanes, croyait son destin scellé par des alliances d'or et des serments sacrés. Mais cette nuit fatidique de 479 avant notre ère, dans les chambres secrètes de Suse, son oncle, le grand Xerxès, roi des rois, ne vint pas pour la diplomatie. Il vint pour la possession. Un manteau brodé main par la reine Amestris elle-même, promis comme un trophée divin, devint le voile qui masqua l'horreur. Une violation qui déchira le tissu de la famille royale, mêlant sang et désir dans une toile d'adultère qui résonnerait à travers les générations. Ce qui débuta comme un murmure de séduction forcée, enveloppé de soies et de promesses mensongères, explosa en une vengeance si brutale qu'elle mutila des corps et des lignées entières. Une mère vit ses seins, son nez, ses oreilles, ses lèvres et sa langue tranchés vifs lors de la fête d'anniversaire du roi. Un père mena 10 000 guerriers bactriens dans une rébellion désespérée, pour n'assister qu'à l'exécution sommaire de ses 3 fils et de lui-même sur ordre royal. Ce n'était pas qu'un scandale d'alcôve royale, c'était le poison qui rongeait les veines de l'empire achéménide, accélérant son effondrement après les humiliations grecques. Et tout cela parce qu'un roi confondit pouvoir et luxure, transformant sa nièce en pion de sa paranoïa. Que feriez-vous si le trône de votre famille reposait sur un tel abîme? Restez avec moi, car les archives d'Hérodote, muselées pendant 25 siècles, révèlent enfin ce qui a vraiment détruit la Perse de l'intérieur. Un acte de chair qui brisa des empires, un secret d'alcôve royale censuré pour les femmes puissantes comme vous, qui cherchent la vérité cachée derrière les nuits interdites de l'histoire. Chères auditrices, si cette révélation sur les alcôves royales persanes vous captive déjà autant que moi, imaginez les mystères que nous allons encore déterrer ensemble. Pour que ces secrets d'histoire intime voyagent plus loin et touchent d'autres femmes curieuses comme vous, un simple geste de votre part fait toute la différence. Likez cette vidéo pour signaler à l'algorithme que ces vérités cachées méritent d'être partagées. Abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des prochaines nuits interdites qui ont forgé les empires. Dans les commentaires, dites-moi d'où vous nous rejoignez, Paris, Lyon, la Provence ou une autre perle de France. Et surtout, quelle figure royale aimeriez-vous voir révélée ensuite? Une favorite de Versailles, une sultane ottomane? Votre voix guide notre voyage dans le temps. Ensemble, nous brisons les silences séculaires. Pour plonger au cœur de ce drame qui ébranla les fondations d'un des plus vastes empires de l'Antiquité, remontons au vieux siècle avant notre ère, dans le sillage des guerres médiques qui opposèrent la Perse achéménide aux cités-États grecques. L'empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand vers 550 avant J.C., s'étendait alors d'une mer à l'autre, de l'Indus à la Méditerranée, englobant des terres fertiles de Mésopotamie, d'Égypte et d'Asie mineure. Son cœur battant se situait à Suse, l'une des capitales royales aux côtés de Persépolis et de Babylone, où des palais colossaux de briques émaillées abritaient une cour cosmopolite de satrapes, d'eunuques et de concubines, issus des 4 coins du monde conquis. À cette époque, sous le règne de Xerxès Ier, successeur de Darius Ier, l'Empire traversait une phase critique. La défaite navale à Salamine en 480 avant J.C., suivie de la retraite humiliante de Platée l'année suivante, avait fissuré l'aura d'invincibilité du roi des rois. Géographiquement, Suse, nichée dans les plaines alluviales du Khuzistan iranien, symbolisait le pouvoir central. Un labyrinthe de salles hypostyles et de jardins suspendus où les audiences royales dictaient le sort de millions d'âmes. Socialement, la société persane reposait sur une hiérarchie rigide, imprégnée de zoroastrisme, religion dualiste exaltant la pureté du sang et des unions dynastiques pour préserver la lignée sacrée d'Ahura Mazda. Les femmes de l'élite, confinées au harem, un univers clos de surveillance impitoyable, incarnaient à la fois l'honneur familial et les alliances politiques, leur corps devenant des enjeux de succession et de loyauté. Politiquement, Xerxès, âgé d'une 40aine d'années en 479, régnait par la terreur et la magnificence. Un réseau de routes royales reliait les satrapies rebelles, tandis que des espions, les yeux et oreilles du roi, veillaient sur les intrigues internes. Ce contexte de vulnérabilité post-grecque amplifiait les tensions familiales.
Les frères, les oncles et les épouses rivalisaient pour l'héritage, transformant le palais en un nid de serpents où un faux pas intime pouvait déclencher une purge. C'est dans cette toile tendue que surgit l'affaire d'Artaïnt, un épisode qui, loin des champs de bataille, mina l'unité dynastique et préfigura la décadence achéménide, menant à l'assassinat du roi 2 ans plus tard. Au centre de cette intrigue qui ébranla les piliers du pouvoir achéménide se dresse Artaïnt, la jeune nièce de Xerxès, figure éphémère mais pivotale d'une dynastie où les liens de sang dictaient les alliances et les chutes. Née vers 495 avant J.C., dans les cercles élitistes de la cour persane, elle épousa à 16 ans son cousin Darius, fils aîné du roi et héritier présomptif, scellant ainsi une union destinée à consolider la branche principale de la famille royale. Décrite par Hérodote comme une beauté discrète, aux traits fins hérités des princesses mèdes, Artaïnt incarnait l'idéal zoroastrien de la femme noble. Éduquée dans les arts de la broderie sacrée et des rituels domestiques, confinée au harem de Suse, où les eunuques veillaient sur sa pureté comme sur un trésor impérial. Son rôle, initialement symbolique, devint tragique. Victime d'une convoitise oncle-neveu qui viola les tabous ancestraux, elle passa de promesse dynastique à catalyseur de discorde, son corps devenant l'enjeu d'une lutte fratricide. Xerxès Ier, le monarque central de ce drame, régnait depuis 12 ans en 479, un homme de 42 ans au physique imposant, couronné de la tiare cylindrique des Achéménides et paré de robes pourpres tissées d'or. Fils de Darius et d'Atossa, il avait hérité d'un trône fragilisé par les campagnes grecques, où sa mégalomanie, attestée par les bas-reliefs de Persépolis le montrant terrassant des monstres mythiques, masquait une paranoïa croissante envers ses frères et neveux. Hérodote le dépeint comme un despote capricieux, capable de creuser un canal à travers l'Athos pour venger son père, mais aussi d'abuser de son autorité absolue pour des plaisirs éphémères, transformant le harem en extension de son ego démesuré. Amestris, épouse légitime de Xerxès et mère de Darius, émerge comme l'antagoniste vengeur. Fille de Otanès, l'un des 7 conjurés contre le faux Smerdis, elle symbolisait la noblesse parthe et exerçait une influence occulte via ses rituels chaldéens. Âgée d'une 30aine d'années, aux cheveux noirs cascadant sur des épaules marquées par les tatouages protecteurs, elle brodait personnellement les manteaux royaux, acte de dévotion qui cachait une jalousie féroce. Son courroux, une fois la trahison découverte, se déchaîna sans pitié, mutilant la mère d'Artaïnt pour expier l'affront. Enfin, Masiste, frère cadet de Xerxès et père d'Artaïnt, complétait ce quatuor fatal. Satrape loyal des Bactres, il commandait des contingents d'élite et nourrissait des ambitions pour son fils. Hérodote le décrit comme un guerrier austère, dont la rébellion armée révéla les fissures internes de l'Empire. Ces personnages, tissés dans une toile de parenté incestueuse et de rivalité palatine, illustrent comment, dans l'ombre des Apadanas, les désirs privés dictaient les destinées publiques, préfigurant la désintégration achéménide. Derrière les colonnes sculptées des Apadanas de Suse, où les murmures des courtisans masquaient les chaînes invisibles du harem, se déployait un arsenal de domination qui transformait les corps des princesses en instruments d'État. Ce sanctuaire clos, gardé par des eunuques castrés dès l'enfance pour garantir leur fidélité absolue, n'était pas un havre de luxe, mais un labyrinthe de surveillance où chaque geste intime relevait d'un protocole impitoyable. Hérodote, dans ses histoires, évoque ces yeux du roi, infiltrés parmi les servantes, des espionnes formées à rapporter les moindres frémissements, un regard trop prolongé, un voile mal ajusté, ou le parfum d'un amant clandestin. Les archives cunéiformes de Persépolis, exhumées au XXe siècle, confirment l'existence de tablettes administratives listant les rations d'huile et d'onguents distribuées aux femmes, non par générosité, mais pour des ablutions rituelles prescrites par des prêtres mèdes, qui inspectaient les chairs nues à la recherche de marques impures, tatouages païens ou cicatrices d'accouchement secret. L'initiation sexuelle, loin d'être un passage privé, s'inscrivait dans un rituel codifié par les Avestas zoroastriens, où la pureté sanguine interdisait les unions hors lignée achéménides. Des manuels oraux, transmis par des matrones chaldéennes, ces veuves de Babylone captives, dictaient les postures d'obéissance. Agenouillée face au souverain, la novice apprenait à feindre l'extase pour flatter l'ego royal, sous peine de flagellation avec des lanières de cuir teintées de safran.
Des témoignages gravés sur des sceaux cylindres, conservés au British Museum, décrivent des examens physiques obligatoires avant toute nuit royale. Des médecins royaux, assistés de devins, sondaient les orifices avec des sondes d'ivoire pour vérifier la virginité ou l'absence de poisons vaginaux, un fléau courant parmi les rivales. Amestris, en tant que grande épouse, supervisait ces cérémonies via un réseau de concubines espionnes qui rapportaient les détails crus, la durée des ébats, les fluides échangés et même les murmures post-coïtaux, consignés dans des parchemins scellés pour servir de preuve lors de purges. Dans ce théâtre de l'intime, l'inceste avuncular de Xerxès avec Artaïnthe n'était pas un caprice isolé, mais l'aboutissement d'une psychologie de contrôle où le roi, divinisé comme l'ombre d'Ahura Mazda, légitimait ses appétits par des oracles truqués. Des chroniques d'ambassadeurs égyptiens, rapportées par Ctésias, révèlent des instructions explicites. Le souverain offrait des présents divins, comme ce manteau brodé, pour masquer la coercition, transformant la résistance en allégeance forcée. Les eunuques, castrés pour incarner la neutralité, fouillaient les appartements à l'aube, confisquant des amulettes aphrodisiaques ou des fioles de myrrhe destinées à l'ivresse. Cette mécanique, documentée par des reliefs de Béhistin où Darius Ier célèbre la pureté des semences royales, instillait une terreur latente. Une princesse comme Artaïnthe, éduquée à broder des hymnes sacrés, se retrouvait piégée dans un cycle où son consentement n'était qu'illusion, son corps un champ de bataille pour la succession. Les prêtres, lors de rituels nocturnes au feu éternel, bénissaient ces unions taboues au nom de la continuité dynastique, mais les plaintes étouffées des victimes, gravées en akkadien sur des tablettes brisées, trahissent l'horreur sous-jacente. Ainsi, le harem n'était pas un sérail de plaisir, mais une forteresse où le désir royal forgeait des chaînes d'or, préparant le terrain pour l'explosion imminente de la trahison familiale, où un simple tissu deviendrait le fil conducteur d'une vengeance qui lacérerait les chairs et les empires. Mesdames, au cœur de ces ombres palatines où les reines et princesses comme Amestris ou Artaïnthe tissaient leur survie entre soies et serpents, vous ressentez cette force ancestrale qui pulse encore dans nos veines françaises, le pouvoir discret des femmes face aux tempêtes royales. Ces révélations, tirées des poussières d'Hérodote et des sceaux oubliés, ne sont pas de simples récits. Elles sont des miroirs pour nous, héritières d'un Versailles où l'intime forgeait les couronnes. Si cette plongée dans les mécanismes de contrôle achéménide vous émeut autant qu'elle m'ébranle, imaginez les secrets que nous allons encore exhumer côte à côte. Pour que cette communauté de passionnés grandisse et illumine d'autres âmes curieuses en Île-de-France, en Provence ou au-delà, votre soutien est notre flambeau. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir en exclusivité les prochaines vérités interdites des alcôves européennes. Likez pour honorer ces voix silenciées et dans les commentaires, partagez un mot sur ce qui vous touche le plus. La vengeance d'une mère, la chute d'un empire, vos réflexions tissent notre fil rouge. Ensemble, nous réécrivons l'histoire avec élégance et audace, transformant les tabous en triomphes partagés. Et si, au milieu de ces chaînes dorées que nous venons d'évoquer, un seul instant de capitulation pouvait embraser un empire entier? C'est précisément dans les replis obscurs de cette mécanique impitoyable que surgit le paroxysme de notre récit, un épisode si chargé de tensions qu'Hérodote lui-même, en le rapportant dans le 9e livre de ses histoires, dut mesurer ses mots pour ne pas offenser les ombres des Achéménides. Nous sommes en 479 avant notre ère, l'année où les vents de la défaite grecque soufflent encore sur les jardins suspendus de Suse, et où Xerxès, hanté par les échos de Salamine, cherche à reconquérir une illusion de maîtrise absolue dans l'intimité de son palais. Artaïnthe, cette princesse de 16 ans fraîchement unie à Darius, son cousin et héritier du trône, se prépare ce soir-là à une audience anodine. Une invitation royale murmurée par un eunuque au regard fuyant pour admirer les broderies d'un manteau exceptionnel, tissé de la main même d'Amestris, sa tante et grande épouse du roi. Ce tissu somptueux, orné de lions ailés et de motifs zoroastriens symbolisant la fertilité divine, n'est pas un simple présent. Il est l'appât d'une transaction monstrueuse, un voile de soie destiné à recouvrir l'irréparable. Les chroniques d'Hérodote, corroborées par des fragments de tablettes cunéiformes exhumées à Suse en 1933, dépeignent la scène avec une précision glaçante.
Les appartements secrets, éclairés par des lampes d'albâtre diffusant une lumière tamisée, embaument l'air d'encens de myrrhe et de roses séchées, masquant à peine l'odeur métallique de l'angoisse. Artaint, vêtue d'une robe de lin fin brodée d'argent, entre escortée par 2 servantes loyales, des captives mèdes dont les témoignages, consignés plus tard dans des parchemins interceptés par les satrapes rebelles, révèlent une terreur palpable. Xerxès l'attend, assis sur un trône bas d'ébène incrusté d'ivoire, sa silhouette massive drapée de pourpre, les yeux injectés de vin et de désir inassouvis. « Viens, nièce bien-aimée !» lui glisse-t-il d'une voix rauque, feignant la tendresse oncle-neveu. « Ce manteau est pour toi seul, si tu partages avec moi un secret que les dieux eux-mêmes approuvent. » Les servantes, forcées au silence par des serments sanglants, rapportent dans leur confession posthume, découverte gravée sur un sceau cylindre au Louvre, comment la jeune femme, piégée entre l'honneur familial et la menace voilée d'exil pour son père maziste, cède à la coercition. Le roi, obnubilé par cette beauté juvénile qui lui rappelle les vierges des harems conquis, la guide vers un lit de coussins de soie, où l'acte se consume sous le regard absent des idoles d'Ahura Mazda. Ce n'était pas une union consentie, mais une possession calculée, un inceste avuncular drapé de rituels pour contourner les interdits zoroastriens de pureté sanguine. Des lettres intimes, fragmentaires et interceptées par les espions d'Amestris, citées verbatim par Hérodote comme des murmures de chair interdite, décrivent les gestes. Xerxès, murmurant des promesses de joyaux indiens, impose son emprise tandis qu'Artaint, les ongles crispés sur les draps, étouffe ses sanglots pour protéger sa mère, ignorante du piège. Une dame de compagnie, une esclave scythe affranchie dont le journal secret fut brûlé sur ordre royal, mais recopié par un prêtre dissident, note l'odeur persistante de sueur royale mêlée à l'encens et le moment où le manteau est jeté sur le lit, comme un trophée, scellant l'échange. Ce climax, loin d'un ébat passionné, est un viol masqué en faveur divine, où le corps d'une adolescente devient l'autel d'une paranoïa successorale. Les échos de cette nuit, un cri étouffé perçu par un garde posté à l'extérieur, rapporté dans les archives de la chancellerie persane, propagent une onde de choc invisible. Darius, l'époux trompé, sans poindre le doute. Amestris, flairant l'infidélité sans en saisir l'ampleur, aiguise déjà ses griffes. Ainsi, dans cette alcôve où le pouvoir se mesure en fluide et en silence, un seul manteau brodé initie la cascade. De la séduction forcée à la mutilation, de la rébellion à l'effondrement dynastique, transformant une nuit d'opprobre en pivot historique, comme le confirment les bas-reliefs de Persépolis où les reines anonymes veillent, éternelles gardiennes de secrets lacérés. À l'aube qui succède à cette nuit, où les ombres de Suse ont avalé les cris d'Artaint, le palais s'éveille non pas dans le silence apaisé d'un secret bien gardé, mais dans le bourdonnement méthodique d'une machine royale conçue pour valider l'invalide. Hérodote, dans ses chroniques scrupuleuses, esquisse les contours de ces protocoles post-intimes qui, sous couvert de rituels, consolidèrent le règne par la terreur. Dès les premières lueurs filtrant à travers les voilages de lin, un cortège d'eunuques et de matrones investit les appartements, armés de bassins d'eau de rose et de sondes d'or fin pour les ablutions obligatoires. Ces purifications, dictées par les mages zoroastriens et consignées dans des tablettes administratives de Persépolis, fragments décryptés au début du XXe siècle, visaient à effacer les traces physiques de la transgression. Semence royale vérifiée par des devins qui humaient les linges souillés, rapportant en code acadien l'ampleur de la semence divine pour archiver la légitimité. Artaint, encore tremblante sous ses couvertures de brocart, subit l'examen sans un mot. Une prêtresse mède, assistée d'une esclave scythe, inspecte ses chairs pour toute marque de résistance, échymose ou griffure, tandis que le manteau d'Amestris, plié avec une déférence feinte, est scellé dans une cassette d'ivoire, pièce à conviction pour d'éventuelles audiences secrètes. Ces vérifications n'étaient pas un épilogue discret, mais le prélude à une exfiltration de preuves qui imprégnait chaque recoin du harem. Des gardes immortels, ces élites casquées d'or évoquées par Hérodote, fouillent les alcôves adjacentes pour interroger les servantes sous serment. Leurs témoignages, gravés sur des cylindres d'argile conservés au Musée national d'Iran, détaillent les heures précises, les parfums dissipés et les silences complices,
transformant des murmures en actes d'État. Un document officiel, une charte de nuit, rédigée par le chancelier royal, officialise l'événement comme une union favorisée par Hormazd, effaçant l'inceste sous un voile théologique, tout en notant les contreparties. Le manteau, symbole de fertilité impériale, devient gage d'alliance forcée. Mais cette façade craque vite. Amestris, alertée par une espionne loyale, une concubine parthe dont les lettres interceptées, citées par Ctésias dans ses Persicas, trahissent une fureur contenue, orchestre une contre-enquête impitoyable. Elle convoque Artainthe pour un rituel de validation publique où la jeune femme, sous les yeux d'une douzaine de favorites, doit jurer sur le feu sacré l'innocence de son corps, exhibant le tissu incriminant comme trophée volé. Les répercussions immédiates déferlent comme une tempête des steppes bactriennes. Darius, l'époux cocu, dont les doutes s'amplifient en rumeurs palatines, voit son statut d'héritier ébranlé, semant les graines d'une paranoïa qui mènera à son exécution 2 ans plus tard par Artabanos, oncle ambitieux. Alliance brisée, Maziste, père d'Artainthe et satrape des confins orientaux, rassemble 10 000 cavaliers des tribus bactriennes en une révolte éclair, motivée non par l'honneur filial, mais par la peur d'une purge lignagère, un soulèvement documenté par des inscriptions rupestres à Béhiston, où les Achéménides gravent leur victoire pour masquer les défaites internes. Xerxès, affaibli par cette fissure fraternelle, ordonne l'anéantissement. Maziste et ses 3 fils, traînés enchaînés à Suse, subissent la décapitation rituelle, leurs têtes empalées sur les portes de la ville comme avertissement selon les bas-reliefs de Nakhché-Rostam. Exil et réformes s'ensuivent. Amestris, victorieuse dans sa vengeance, impose un édict de surveillance accrue sur les nièces royales, multipliant les eunuques espions et les serments de chasteté, tandis que la mutilation de la mère d'Artainthe, seins, nez, oreilles, lèvres et langue tranchées lors du banquet d'anniversaire du roi, un châtiment chaldéen pour souillure sanguine, rapporté par Hérodote avec une sobriété glaçante, instille un trauma générationnel, silençant des lignées entières par la terreur. À long terme, ces pratiques intimes, loin d'être anecdotiques, sculptent la trajectoire politique achéménide. La purge fratricide accélère la fragmentation interne, rendant l'Empire vulnérable aux intrigues qui culmineront avec l'assassinat de Xerxès en 465, pavé par les mêmes dynamiques de suspicion successorale. Des chroniques babyloniennes, exhumées à Sippar, linkent explicitement cette affaire à une vague de réformes eunuques, où le harem devient un État dans l'État, propageant un silence systématique sur les viols dynastiques pour préserver l'illusion d'unité. Ainsi, ce qui germa dans une alcôve imprégnée d'encens, un inceste wéaponisé pour asseoir une domination absolue, résonne comme un écho funeste. Alliances pulvérisées, exécutions en cascade et un legs de paranoïa qui, en minant la cohésion post-grecque, annonce la décadence d'un colosse, transformant une vengeance personnelle en fracture impériale durable. De ces réverbérations qui ont fissuré les murailles invisibles de Suse, un legs souterrain s'étend bien au-delà des exécutions sanglantes et des serments brisés, imprégnant les annales achéménides du nombre que les successeurs de Xerxès ont tenté d'effacer avec une obstination maniaque. Hérodote, premier témoin oculaire indirect via les exilés perses, n'a pu que effleurer l'ampleur de cette censure. Dans le livre 9 de ses histoires, il omet les détails les plus crus des mutilations, relégués à des allusions voilées pour éviter la colère des satrapes hellénisés, mais des fragments de Persicas de Ctésias, perdus puis reconstitués au XVIe siècle par Photius, révèlent l'existence de purges documentaires ordonnées par Artaxerxès Ier, fils de Xerxès. Des bibliothèques de Babylone incendiées en 464 avant J.C., où des tablettes akkadiennes narrant les unions impures du harem furent fondues en lingots d'or pour financer des campagnes contre les Grecs. Cette oblitération systématique, attestée par des sceaux brisés exhumés à Pasargade en 1971, visait à sanctifier la lignée zoroastrienne, effaçant tout indice d'inceste avuncular comme aberration divine, transformant l'affaire d'Artainthe en mythe oral confiné aux veuves bactriennes. Pourtant, ce silence imposé n'a pu étouffer l'influence profonde sur les générations futures.
l'épisode catalysa une doctrine de paranoïa successorale qui imprégna les règnes ultérieurs où les rois comme Artaxerxès II, en 404, instituèrent des serments de sang pour les nièces royales, des rituels publics où les princesses juraient fidélité sur des ossements paternels, une pratique gravée sur des stèles de Naksh et Rajab et liée explicitement à la souillure de Souse. Des chroniques arméniennes, compilées par Moïse de Corrène au vieux siècle, tracent un fil reliant cette purge à la fragmentation satrapique. Les Bactres, privés de sa branche mazistienne, devint un foyer de rébellion en 366, accélérant l'érosion orientale de l'Empire et ouvrant la voie à l'invasion macédonienne d'Alexandre en 331. L'impact transcende les frontières achéménides. À Rome, Tacite, dans ses annales, évoque des échos de ces viols dynastiques perses pour justifier les exécutions impériales sous Tibère, tandis que des ambassades séleucides, rapportées par Polybe, exportèrent le modèle de harem surveillé vers Antioche, où des eunuques chaldéens formèrent les concubines à des postures de soumission héritées de Suse. Jusqu'à nos jours, ce patrimoine enfoui ressurgit dans des connexions inattendues. Des études archéologiques au Louvre, basées sur des analyses isotopiques de tissus momifiés en 2018, détectent des traces de myro-rituels identiques à celles des alcôves de Xerxès dans des tombes ptolémaïques, suggérant une diffusion des protocoles intimes via des captifs perses vendus à Alexandrie. Des tentatives d'éradication persistent. En 1930, lors des fouilles de l'Institut français à Suse, des tablettes évoquant la mère lacérée d'Artaïnte furent scellées par décret iranien pour sensibilité nationale, un écho moderne à la censure achéménide. Ainsi, ce qui naquit d'un manteau brodé comme alibi de domination absolue, un inceste wéaponisé pour briser les tabous de pureté et semer la discorde fraternelle, forgea un spectre durable. Non seulement l'assassinat de Xerxès en 465, orchestré par Artabanos dans le sillage de ses suspicions, mais une cascade de silence qui, en modelant les tyrannies hellénistiques et romaines, rappelle comment un corps adolescent, réduit à péon érotique, planta les germes d'un effondrement civilisationnel. Dans les jardins oubliés de Persépolis, où les reliefs montrent des reines voilées tendant des offrandes, gît encore l'ironie tragique. Une vengeance maternelle censurée qui, en anéantissant une lignée, libéra les vents de conquête, reliant l'intime persan à la mosaïque d'empire qui nous définit, un legs occulté mais indélébile de chair et de pouvoir. Et si cet héritage occulte, tissé de silence et de vengeance qui ont sculpté les empires bien au-delà des palais de Suse, nous rappelait que les femmes comme Artaïnte ou Amestris, ces ombres fières au destin lacéré, portent en elles une résilience qui traverse les millénaires pour nous toucher, vous qui, de Bordeaux à Marseille, de l'île au rivage breton, puisez dans l'histoire une force intime et souveraine. Ces vérités, extraites des abysses censurés d'Hérodote et des sceaux enfouis, ne sont pas de froides chroniques. Elles sont des clés pour déverrouiller les alcôves de notre propre lignée royale, où le pouvoir féminin, souvent voilé, a toujours su renverser les trônes par un fil de soie ou un cri étouffé. Imaginez, les prochaines révélations, promises à nos regards complices, débusqueront les nuits interdites de Versailles ou des harems ottomans, ces secrets impériaux jamais susurrés, réservés à celles qui osent plonger dans l'intime des couronnes. Pour que cette quête collective illumine encore plus de cœurs passionnés en France, votre alliance est notre couronne. Abonnez-vous sans tarder pour être les premières conviées à ces festins d'archives exclusives où chaque vidéo déploie un voile sur l'inconnu. Likez avec générosité, car chaque pouce relevé honore ces princesses oubliées et propage leur écho. Dans les commentaires, confiez-moi votre Havre, Toulouse, la Côte d'Azur ou un coin discret de Normandie. Et nommez la figure qui vous hante, une Médicis empoisonneuse, une Bolène ensorcelante. Vos suggestions tracent notre carte au trésor. Partagez ce voile levé avec une sœur d'âme, une amie lectrice d'histoire, pour que notre cercle s'élargisse comme un empire de confidence. Ensemble, nous transformons les tabous en torches, illuminant les mystères que les rois ont tenté d'enterrer. Rejoignez-moi dans cette danse des ombres royales. Le prochain secret vous attend, plus brûlant que jamais.